Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le Saré. Cette semaine, nous sommes allés à EDEA, à l'école des sourds. Nous y avons vu des choses intéressantes. Nous parlons donc de la surdité, de la mutuité. J'apprends ce mot ce soir. Représentation sociale des personnes donc sourdes et ou muettes, pas positive du tout. La surdité est parfois considérée comme un mauvais sort. Le sourd est victime de stéréotypes, de stigmatisation. Et les femmes sourdes, quant à elles, disent être victimes de marginalisation. Alors, notre slogan ce soir, c'est le sourd peut tout faire sauf entendre. Et ce slogan nous vient de l'école des sourds d'EDEA. Ma très chère, bonsoir. Bonsoir ma très chère, bonsoir à vous sur Canal International. Le sourd mieux a-t-on coutume de dire, mais elle l'a souligné tantôt ma très chère, on parlera ce soir du sourd d'un côté et du muet de l'autre. Quel est le rôle de la famille dans cette lutte qu'ils mènent au quotidien? Comment s'en sortent-ils? Ce sera dans quelques instants. Dans quelques instants, bien sûr, des profils qui seront croisés ou présentés dans cette émission avec Aline Fomété, la petite très chère. Bonsoir. Bonsoir Clarence, bonsoir au panel, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Avoir un proche qui n'entend pas, qui ne parle pas, ça peut être gênant tant pour la personne qui porte le handicap que pour ses proches. On en parle avec des cas pratiques ce soir encore. Des cas pratiques, mais aussi des panélistes bien aguerris sur la question. Nous vous les présentons dans un instant. On va commencer par le seul homme qui est sur ce plateau pour l'instant, Dr Marcos Huda, bonsoir. Vous êtes ORL, otorino-laryngologue. Ça se dit ou laryngologiste? Qu'est-ce qui s'est dit? On peut dire les deux, hein. Mais habituellement c'est laryngologiste. Voilà, bienvenue. Et bonsoir docteur. Et nous avons Grace Ndombe Priso du Cameroon Commonwealth Women Association du CEQUA. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Et merci de nous avoir conduits à EDEA. C'était un plaisir pour moi, donc je suis ravie qu'on puisse parler longuement aujourd'hui de problèmes de surdité. Alors, ma très chère. Je vais déjà dire bonsoir, j'allais dire Lady Grace, mais je vais dire juste bonsoir à la dame. Alors, docteur, je m'adresse à vous. On parle tout à l'heure, j'introduisais en parlant de sourd-muet, mais on nous dit que l'expression, elle est désuète. Qu'est-ce qu'on dit de nos jours? Et comment expliquer cela? On parle davantage de malentendants, juste question d'euphémisme. On parle de malentendants. D'accord. Oui. Et c'est quoi exactement? Donc, le malentendant se définit comme toute personne qui présente une difficulté à communiquer, c'est-à-dire à entendre. C'est tout. Donc, maintenant, on va dans cela avoir différents degrés. Ceux qui le seront moins et ceux qui le seront beaucoup plus. Donc, on reste là. Donc, parler de surdité, oui, mais aujourd'hui, on parle davantage de malentendants. Et maintenant, on a parlé de surdimudité. Oui, surdimudité, pourquoi? Parce qu'au départ, la personne est malentendante. Donc, elle est sourde profonde. Donc, il ne peut pas acquérir la parole et devient muet. Donc, dans ce cas, qu'on parle de surdimudité. Voilà. Alors, et qu'est-ce qui peut être la cause de cette pathologie, si je peux me permettre? La cause, la pathologie, les causes sont nombreuses. Oui. Mais le plus souvent, il faut comprendre que en dehors des pathologies acquises, c'est-à-dire celles qu'on peut les avoir après qu'on soit né, il peut y avoir des pathologies qui sont génétiques, plus ou moins héréditaires. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oui, même s'il y a ce cas-là, au cours d'un reportage, on s'est rendu compte que c'est un couple qui a, je crois, 3 enfants sourds, alors qu'eux, ils sont normaux. Enfin, comment on explique dans ce cas-là? Peut-être c'est l'arrière-grand-parent? Oui, là, ça entre dans le cadre des surdités qui sont dites génétiques. Donc, les parents portent dans leur sein un gène qui peut être, je vais parler comme les biologistes, récessif, c'est-à-dire qui ne se manifeste pas chez tout le monde et qui, pour d'autres facteurs, se retrouve, toutes les conditions sont réunies pour qu'il se manifeste chez un enfant ou plusieurs enfants de ce couple. D'accord. Voilà. Lady Grace,
Ou alors... alors ne nous perdons pas. Restons donc à Lady Grace, ce sera bien. Parlons de ce cas d'EDA. Pourquoi est-ce que ça vous a, vous, je ne sais pas si vous avez été touché par cette situation à EDA. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué? C'était à l'occasion d'un forum que nous avions organisé l'année dernière à EDA. Et ces personnes ont vu des banderoles qui étaient suspendues dans la ville, sont venues au lieu de la conférence et puis étaient accompagnées d'une personne qui était entendante, mais qui pratiquait la langue des signes. Donc la personne s'est mise entre deux malentendants et s'est mise à traduire tout ce qu'on était en train de dire. On parlait des problèmes de la femme ménopausée, son alimentation, ses soins particuliers. La même chose pour les nourrissons. Il y avait tout un tas de sujets qui étaient développés là et ça les a intéressés, énormément intéressés. Ils ont cherché à me rencontrer, qui était l'une des organisatrices de ce forum. Et puis, ils m'ont exprimé leur désolation, leur regret qu'on fasse des choses intéressantes, qu'on fasse toujours des choses intéressantes et que jamais on ne pense à eux. Et ils m'ont expliqué que, en fait, tout ce qui se passe dans la ville ou dans leur environnement se fait en dehors d'eux. On ne pense pas à eux, on n'interprète pas, ils ne sont au courant de rien, ils ne savent pas que telle chose va se passer. S'ils y assistent et qu'il n'y a pas d'interprète, ils ne savent pas de quoi on parle, ils sont totalement isolés en étant au milieu des gens. C'est quelque chose qui m'a... J'ai reçu ça comme interpelle, en fait. Une vraie claque et je me suis dit, mais c'est vrai, on marche à côté de personnes qui ont apparemment l'air en pleine santé, tout à fait normal, comme vous et moi, mais ces personnes sont totalement isolées de la société. Ça m'a parlé, ça m'a profondément parlé et vraiment, je leur ai fait une promesse, j'ai dit, excusez-moi, c'est un manquement grave, mais maintenant, je m'engage à tenir compte de ça. Et depuis, mon regard a totalement changé sur tout ce qui est ce handicap, mais en même temps les autres handicaps. Parce qu'en réalité, ce sont des personnes qui sont tout à fait normales, qui sont tout à fait capables, qui peuvent être compétentes. L'essentiel, c'est qu'on leur donne la possibilité d'acquérir la connaissance, d'acquérir une formation et de pouvoir s'exprimer. Donc, pourquoi ne pas faire quelque chose? Et donc, Dr Youda, j'ai lu un spécialiste qui dit que les sourds ne vivent pas dans le monde du silence, mais dans le monde visuel. Qu'est-ce que ça veut dire? S'ils sont dans le monde, ils ne sont pas dans le monde du silence, normalement, ils sont également impliqués dans le genre d'action dont vous parliez tout à l'heure. Ils vivent dans quel monde finalement alors? Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez savoir. Le spécialiste dit les sourds ne vivent pas dans le monde du silence, mais ils vivent dans le monde visuel. Qu'est-ce que ça signifie? Simplement dit qu'ils vivent, même s'il y a le silence dans la communication, ils vivent le visuel. C'est une forme de communication aussi qui, simplement que la communication orale, ils ne la vivent pas. Peut-être le silence est simplement sur le plan oral, auditif, mais par contre, ils vivent toutes les autres choses que nous vivons, tous les sens que nous vivons. Ils peuvent toucher, ils peuvent voir, ils peuvent sentir des odeurs, ils continuent à vivre. Et c'est des personnes parfaites comme toutes les autres, à la seule différence qu'ils n'entendent pas. Voilà. Je pourrais dire, parlant de ce monde du silence, c'est quelque chose qui m'a frappé le jour où je suis arrivée dans cette école pour la toute première fois. Ce qui m'a accueilli, c'était le silence. C'était le silence de rentrer dans un endroit, de ne rien entendre. Et quand je suis rentrée dans les salles de classe, de voir plein d'enfants qui étaient en plein cours, qui étaient en pleine activité, comme tous les autres enfants. Mais c'était le silence. L'institutrice était en train d'enseigner. Et les enfants réagissaient. C'était extraordinaire, c'est-à-dire que j'avais déjà entendu parler de ça, bien évidemment, comme tout le monde, dans les lectures, dans les machins, mais de le vivre véritablement, on découvre ce qu'on appelle véritablement le monde du silence. Oui. Et c'est d'autant plus stupéfiant quand ce sont de jeunes enfants. Vous savez que des enfants, 4 ans, 10 ans, c'est bruyant, c'est agité. Oui, et puis vous arrivez dans une école
Tout est calme. Et tout est calme. Je Et ils veux sont dire- tous là. Je vais dire l'éducation, est-ce que c'est seulement pendant les cours ou alors à la récréation, ils font peut-être des bruits aussi? À la récréation, ils vont faire du bruit, mais pas comme les bruits que vous entendrez quand vous irez à l'école principale de je ne sais pas où. C'est pas ça. Vous les verrez jouer. Ils sont très agités. On leur donne une balle. Ils courent après la balle. Vraiment, ils jouent. Mais vous En n'entendez silence. vous entendez des bruits. Vous entendez certains sons. Et c'est vous qui les entendez. Est-ce qu'eux, ils les entendent? J'en sais rien. Et donc, on a la première question d'un téléspectateur, Lutzon Goodluck. Juste pour le rappeler, vous pouvez nous envoyer vos questions, vos contributions sur notre page Facebook / dans le Saré. Alors, Goodluck, qu'est-ce qu'il dit, Dr Yuda? Il dit sourd et ou muet n'est pas un handicap avec lequel on naît. Est-ce que c'est vrai? Sourd muet. Oui. Oui, c'est pas un handicap avec lequel on est. On peut naître sourd, d'accord? Mais on ne naît pas muet. Donc, on devient muet parce qu'on est sourd à la naissance, on n'a pas pu acquérir la parole. On vous comprend. Voilà. Tout à l'heure, vous disiez n'entend pas, donc ne parle pas. Oui. Qu'est-ce bon, que ça veut dire en langage Oui. simple? Excusez-moi, entendre et comprendre, pour moi, c'est un peu la même chose. D'accord? Donc, je disais donc, les enfants qui sont, en fait, les personnes qui sont sourdes et muettes à la fois, ne naissent pas muettes. OK? Parce que la parole, elle s'apprend. Ça entre dans un process, la parole, elle s'apprend. Et pour apprendre, il faut avoir compris. Et si un enfant n'a pas compris, il ne peut pas apprendre à parler. Donc, au départ, dans l'élaboration du langage, l'enfant commence par répéter ce qu'il a entendu. Après, les petits babillages, dont on parle ta, 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 ta. Comme il commence peut-être vers l'âge de 6 mois, au bout de 2 ans, il va vous avoir peut-être déjà une petite phrase qui sans verbe. Bien entendu, à l'âge de 2 ans, il n'y a pas de verbe. Il va vous construire une petite locution. Et puis, vous vous rendez compte qu'il répète ce que vous avez dit. Voilà. Et c'est au fur de cela qu'il apprend et il se met à parler. Alors, si n'a pas compris, s'il ne comprend pas, il ne peut pas répéter. Et lorsque l'autre panéliste disait tout à l'heure, on arrive, on trouve des enfants qui sont calmes, c'est un des phénomènes qui donne déjà l'alarme dans les communautés qui n'ont pas pris en charge de faire un dépistage précoce de la surdité. Déjà d'avoir un enfant qui, à l'âge de 6 mois, pas de babillage, il ne réagit pas beaucoup au son. Ça fait comprendre que celui-là, il est dans un monde du silence. Peut-être ne comprend-il pas ce qui se passe autour de lui. Donc, à partir de 6 mois, des fois, vraiment c'est observer l'enfant et comprendre comment est-ce qu'il réagit. On peut observer à un claquement de porte, par exemple. Vous sortez, la porte claque, et l'enfant ne réagit pas. Vous voyez, il ne sort pas les premiers mots, parce que les premiers mots, le plus souvent, c'est le ta, 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 ta. Il commence à l'âge de 6 mois, il babille, et puis après, il va vous sortir un mot. Il va vous répéter un des mots qu'il a compris, il va le répéter mal au début. Progressivement, il va le répéter de la bonne façon. Voilà. Alors, on va prendre maintenant nos cas pratiques. Aline, quels sont les profils de ce soir? Donc, nous en avons deux. Le cas de Daryl, 8 ans, qui n'entend pas, qui n'a jamais parlé de sa vie. Il y a aussi Christian Kwesi, 29 ans, qui a eu des problèmes d'entendement simultanément avec sa perte de vision. Alors, l'histoire de Daryl, pour commencer. Alors, le petit Daryl, lui, il a 8 ans, il vit avec ses deux parents, donc il vit dans un couple, dans un foyer normal, dans une famille normalement constituée. Il n'a jamais parlé, il n'a jamais entendu. Il est dans une fratrie de 5 enfants, il occupe la 4e place et ses frères et sœurs sont en bonne santé.
Et parlons de Christian maintenant. Alors Christian Kwesi, lui, il a été un élève très brillant. Il a obtenu son baccalauréat à 15 ans. Ses parents ont décidé donc de l'envoyer en France pour continuer ses études. À l'âge de 21 ans, un matin, il s'est réveillé dans le noir complet. Et entre-temps, il a perdu l'usage de son oreille droite. Actuellement, il entend, mais pas très bien de l'oreille gauche. Et quelles sont les actions que les familles entreprennent justement pour améliorer les conditions de vie de ces enfants? Alors, il y a la famille du petit Daryl qu'il a inscrit dans une école spécialisée pour les sorties. Les parents préfèrent se balader avec les enfants bien portants pour éviter les questions qui ne tardent pas à arriver. Surtout que la famille élargie estime que l'enfant a été attaqué de façon mystique. Ah, d'accord. Oui. Et puis il y a Christian, lui, qui s'est investi dans le social en créant une association au quotidien. Donc il milite pour que les familles n'aient plus honte de leurs enfants handicapés sensoriels. Merci Aline. On va suivre le premier reportage de ce soir à l'école des sourds-muets d'EDEA. Nous y sommes allés avec grand plaisir. Reportage. L'apprentissage de la lecture se fait par le langage visuel. Les enseignants et les apprenants ne le savent que trop bien. Le geste, le signe, ici, est un moyen de communication privilégié. Voilà. Ça, c'est l'applaudissement. Encore. L'apprentissage du langage des signes, c'est avec l'arrivée de l'école des sourds d'EDEA que les parents de la localité ont compris son importance. Paulin, le fondateur, nous l'explique. Si vous arrivez quelque part où les personnes ne parlent qu'une langue que vous ne connaissez pas, comment vous allez vous sentir vous-même? Est-ce que vous pouvez facilement vous adapter avec eux? Ça va être difficile. Surtout qu'ils ont une culture, une pensée, une façon de faire. Les sourds aussi, c'est une culture. C'est donc une minorité culturelle. Donc ils ont une langue. Leur langue, c'est propre à eux. Ce qui fait que la personne qui veut vraiment vivre avec eux doit comprendre leur culture. Une école pour les sourds, l'initiative a vu le jour il y a 9 ans. L'idée est venue du fait qu'ici à IDEA, il n'y avait pas une structure qui s'occupe de l'éducation des enfants sourds à IDEA. En plus, j'étais ancien à Douala. J'ai remarqué certains enfants sourds qui viennent d'IDEA. Ils vivaient dans les familles d'accueil. Dans les familles d'accueil, ils ne recevaient pas un encadrement glissant. Surtout que certains parents qui ne connaissent pas vivre avec les enfants handicapés les laissaient à eux-mêmes. Ils arrivaient en classe fatigués, affamés, n'avaient pas mangé. Les enseignements qu'on leur donnait, ça ne passait pas. On a donc compris que c'est un problème d'affection. Il fallait que les enfants fréquentent à côté de leurs parents. Dans cette école, on retrouve divers cas sociaux. La majorité des enfants sourds sont délaissés par leurs géniteurs parce qu'ils sont handicapés. Et en plus, ces enfants ont besoin, comme tous les enfants, de l'affection parentale pour pouvoir se développer convenablement. Donc, quand ils ne sont pas choyés, ils ne sont pas compris, ils deviennent agités et banals. C'est pour ça qu'ils attrapent facilement des troubles de comportement, ce qui permet que leur cohésion est bloquée en fonction des absences d'amour des parents. Nous l'avons constaté lors de notre tournage, il y a ici des enfants présentés comme autistes et d'autres cas d'infirmité motrice cérébrale. Le point commun étant la communication difficile avec l'entourage. Ici à l'école, quand on voit un enfant difficile, on comprend qu'à la maison, il y a des problèmes. La communication est parce que nos enfants qui sont là.
la maison d'organes. En famille, ils ont du mal à communiquer avec leurs propres parents. Les parents viennent se plaindre, on ne comprend pas l'enfant, on lui pose même des questions, on ne répond pas, nous, on leur dit sincèrement, c'est parce que vous le mettez à côté dans tout ce que vous faites. Ils ne savent pas quoi. Ils pensent que les autres frères sont mieux pris en charge mieux que eux. Donc ils sont un peu fermés. Ça qu'on demande aux parents de venir apprendre la communication pour que dans la famille, au moins une ou deux personnes sachent qu'avec l'enfant là. Dans ce cadre scolaire médiéval, c'est le système D. La débrouille à tous les niveaux. L'école est logée dans l'enceinte de la maison du parti des DA. Le mobilier est brinque-ballant et vétuste. Véronica, 21 ans, est volontaire allemande. Elle est arrivée ici il y a quelques semaines. Pour elle, la différence infrastructurelle entre son école et celle des DA est criarde. Il y a des différences entre le système éducatif camerounais et celui de l'Allemagne. J'ai été à l'école des sourds en Allemagne, mais j'utilisais un casque d'écoute, des prothèses qui me permettaient de communiquer. En Allemagne, il y a beaucoup de sourds, mais ils utilisent des prothèses. Mon opinion personnelle est qu'autant au Cameroun qu'en Allemagne, il existe un problème de communication. Le langage des signes n'est pas courant. Ce déficit d'infrastructure est commun aux écoles de sourds. Anne-Marie Corotte, la fondatrice du Centre de rééducation des enfants sourds-muets de Newbel à Douala, a connu un parcours presque similaire. Sur ce plateau de retour à un autre homme qui rejoint Dr Yuda. Vous n'êtes plus seul. Paulin Alain Kell, qui est le fondateur de l'école des sourds DDA et qui a son traducteur avec lui d'ailleurs. Il s'appelle Simon le traducteur. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai oublié. Bonsoir, Paulin. Bonsoir, Paulin. Comment allez-vous? Ok, ça va très bien. Alors, Paulin, vous avez fondé l'école des sourds DDA, mais jusqu'à aujourd'hui, les familles assimilent la surdité dans votre environnement à des pratiques de sorcellerie. Comment vous comprenez cela? Ah oui, merci beaucoup de nous donner l'occasion de s'exprimer ici par rapport à l'éducation des sourds. C'est vrai que le problème au niveau mental des familles, c'est surtout l'absence d'une profonde connaissance de la société. Et en plus, cette information fait que la honte parfois de présenter un enfant handicapé, bien un enfant différent. Parce que les familles ont honte de voir leurs enfants handicapés par rapport aux autres enfants sont normaux. Donc c'est d'abord un problème pour les familles. Alors, la prise en charge de la société, c'est aussi un problème financier. Donc, la honte de ne pas pouvoir payer l'école, par exemple, le suivi de l'enfant, ça fait que le parent s'origine. Parfois, il dit même qu'il n'y a pas un enfant dans la maison à l'horizon de l'enfant. Donc, c'est un problème délicat qu'il faut résoudre à travers l'accompagnement familial que nous faisons parfois avec notre école. Mais ce n'est pas toujours chose facile. Ce n'est pas quelque chose de... Et là, juste pour préciser, c'est que Paulin, lui, il est malentendant. Mais il s'exprime, et on l'entend. Docteur Yuda, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'étouffement. Ça se comprend sur le plan médical? Oui, je parle. Le problème avec Paulin, c'est ce problème de feedback. Le rétro-contrôle qu'il doit avoir sur sa parole, parce qu'il n'a pas toujours. Il n'a pas toujours, c'est ça qu'il fait, qu'il est obligé souvent de chercher à articuler, parce que ce rétro-contrôle n'existe pas. Donc, quand nous parlons, du fait que nous nous entendons, il y a pour nous déjà de savoir qu'on a très bien articulé ce mot ou on ne l'a pas bien articulé, savoir qu'il a été très haut ou bien il n'a pas été suffisamment haut, ce qui fait que chaque fois on module. Or, chez Paulin, il ne peut pas le moduler parce qu'il ne s'entend pas. Vous voyez, c'est ça qui fait la difficulté. Il est obligé de faire le maximum qu'il peut et il se retrouve dans des conditions où parfois il a la voix qui semble un peu hachée et tout ça. Alors, ma très chère. Oui, moi j'aimerais féliciter, pourquoi pas déjà Paulin, et puis lui demander si son action porte des fruits, parce que
depuis quand même qu'il a commencé, il nous dit les parents ont. Est-ce qu'il a comme l'impression que lorsque d'autres parents le regardent, ils se disent quand même que leur enfant peut également aussi faire quelque chose et qu'il n'est pas seulement celui-là qu'on va cacher derrière les cuisines? Ah oui, les débuts n'ont pas été faciles parce que d'abord, il faut savoir que l'objectif qui nous a amené à aller à aider à l'école, moi je suis une activité. Je travaille ça, voilà. Et j'ai constaté que la majorité des parents envoyaient leurs enfants à Douala. Arrivés à Douala, ils ont des familles qui les accueillent. Les familles qui avaient des enfants normaux. Ils ne pouvaient donc pas supporter de vivre avec les enfants handicapés. Mais par compassion auprès de leur famille et puis les enfants. Mais au fur et à mesure que le temps passait, le climat de la famille devenait tilté. Ça veut dire que les enfants venaient même à l'école en famille, parce qu'à la maison, n'était pas bien gardé. Nous, ici à l'école, on enseigne les enfants parce que les enfants ont des difficultés à comprendre. Mais on a constaté après, c'est parce qu'à la maison, ils arrivent à l'école en famille, ils ne sont pas bien pris, ce que leurs parents vivent. Quoi. Alors nous avons décidé, mon épouse et moi, qui est aussi ma entraînante, elle est sourde, pardon. Nous sommes descendus à aider pour essayer de faire des efforts d'encadrer les enfants à paix de la leur question famille. c'est, est-ce que ça a changé quelque chose? Voilà. Est-ce que les parents ont moins honte? Je m'adresse au traducteur à l'interprète, pardon. Est-ce que les parents ont moins honte aujourd'hui avec ces actions qui sont menées Sur le terrain. Ah oui, normalement, après 9 ans de travail, nous avons déjà les enfants qui sont à l'université. Nous avons des enfants qui ont passé les examens officiels, des enfants qui sont intégrés dans les collèges, leur place. Donc déjà, le problème de la suite a aidé à commencer petit à petit à se faire comprendre. Nous voulons entrer dans les villages qui sont un peu éloignés, parce que la majorité des parents qui sont dans les villages et départements éloignés n'ont pas encore d'informations. Nous voulons faire sortir, comprendre que les enfants peuvent aussi tout faire. Donc il y a un manque d'informations. Je vais m'adresser à Madame Doumbé, justement au sujet de cette frustration que les enfants disent ressentent. Enfin, c'est ce que nous dit Paulin. Les enfants sourds pensent que les autres sont mieux pris en compte qu'eux. Ça pourrait se comprendre? Oui, ça se comprend dans la mesure où on le voit même physiquement. Leur état physique, on voit bien qu'ils ne sont pas bien encadrés par leurs parents. C'est peut-être parce que les parents aussi vivent des difficultés financières très très dures, donc ils ne peuvent donner que ce qu'ils ont. Mais il y a quand même un déficit important. Le regard que les gens posent sur eux, le regard des autres enfants à leur endroit est totalement différent. Donc l'enfant sourd se sent inférieur aux autres enfants. Mais alors, docteur Yuda, dans ce reportage, à l'école, on a des enfants autistes. On me l'a dit à EDEA, hein, donc je n'invente pas. Il y a des enfants autistes, il y a des enfants sourds, malentendants, etc. Est-ce qu'on devrait retrouver toutes ces catégories de pathologies dans le même espace? Non, en principe, les formations devraient être différentes. La formation pour un enfant autiste et l'encadrement pour un enfant malentendant devraient être différents. Mais nous pensons que peut-être c'est le problème de moyens qui manque pour pouvoir faire des écoles spécialisées pour chaque catégorie. Et il faut aussi retenir que malgré tout, lorsque nous avons à faire face à ces gens qui sont autistes, il faut savoir une chose, à ces gens qui ont des handicaps, qu'ils soient autistes ou bien qu'ils soient malentendants, ils reviendront vivre dans la société. Aujourd'hui, l'éducation de ce groupe de personnes s'intègre davantage dans les sociétés dans lesquelles ces gens sont amenés à vivre. Parce qu'on ne doit pas créer une société pour les personnes malentendantes, mais les personnes malentendantes doivent rester dans la société des personnes entendantes, parce que c'est dans cette société qu'ils vont être. Donc, je ne crois pas que ce soit la bonne solution de mettre les enfants autistes avec les enfants malentendants, parce qu'il va se poser un problème. Ils n'ont pas les mêmes problèmes.
Merci à Simon de continuer le travail. Et chers téléspectateurs, encore, vous pouvez nous envoyer vos contributions et vos questions sur notre page Facebook / dans le Saré. Une question que nous allons poser au docteur dans quelques instants, mais je vous la donne quand même. Et dit, c'est Massou qui pose la question de savoir si une mauvaise alimentation d'une mère pendant la grossesse peut être à l'origine de la surdité de l'enfant à la naissance. On revient dessus. Ma très chère. Oui, je voulais déjà parler de cette intégration des enfants, enfin, si je peux parler d'intégration comme ça, de cette prise en charge des enfants. Et tout à l'heure, vous nous disiez qu'il fallait déjà sensibiliser les familles, parce que les familles, les parents, généralement, ont. Est-ce que vous avez l'impression que c'est parce qu'ils se sentent coupables? Et est-ce que, depuis que vous menez votre action sur le terrain, vous avez quand même l'impression que les parents saisissent mieux ce qu'il faut faire et que ces enfants ne sont pas forcément des enfants, comment on dit souvent, des enfants à part. Ils sont plutôt des enfants à part entière. Oui, je pense qu'il y va beaucoup de l'éducation même des parents. Parce que de toute façon, personne n'a eu une formation de parents d'enfants handicapés. On se retrouve un jour étant parent, mère ou père d'un enfant handicapé. Très souvent, on est démunis, on se sent démunis, on est dépassé par la situation, on ne sait pas ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, je pense qu'il devrait y avoir un travail fait. Je ne peux pas dire que c'est tel qui doit faire ce travail ou tel autre, mais c'est un travail d'ensemble. Il faut que la société s'engage dans cette sensibilisation. Il faut que les pouvoirs publics s'engagent là-dedans. Il faut que les médecins s'engagent là-dedans. Mais il faut une concertation globale où on fait des conversations. Nous, on est en train de planifier un programme on appelait ça causerie familiale, où on voudrait réunir les parents d'enfants handicapés et même de leur voisinage ou de la famille élargie, où on parle des problèmes de la surdité, pour expliquer que ce soit bien compris par tout le monde que la surdité n'est pas un sujet de honte. La surdité n'est pas une fin en soi. On peut être sourd, mais réussir sa vie. On peut acquérir du savoir tout en étant sourd, à travers les efforts que d'autres fournissent en vous intégrant par l'enseignement de la langue des signes. Donc il faut un mouvement collectif. Il faut un mouvement collectif qui va vers les sourds. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on attendait des sourds qu'eux, ils viennent faire l'effort de s'infiltrer, si je peux dire, de s'intégrer au milieu des personnes entendantes. Mais je pense qu'il faut plutôt prendre la réflexion dans l'autre sens. Parce que le sourd ne pourra jamais vous entendre. Mais vous pouvez communiquer avec le sourd. Vous pouvez apprendre la langue des signes. Vous pouvez discuter. Et je pense qu'il y a tout un train de mesures qui devraient être prises. On va suivre le deuxième reportage de ce soir, sourd ou muet, le rôle des familles. Nous avons parlé des stigmatisations, de marginalisation. Comment ça se passe finalement, reportage? À n'entendre jamais ce qu'on ne veut pas entendre. Au quartier Météo à Edea, vivent Félix et Jeanne Djaka avec leurs 2 enfants. Moïse a 9 ans et Françoise 6 ans. Tous les deux sont sourds-muets. On a tout le temps cherché à savoir pourquoi ça nous arrive. Bon, mais on n'a jamais trouvé la solution. On remet tout entre les mains de Dieu. Pour comprendre l'origine du handicap de ses enfants, les connaissances de Félix lui ont donné divers conseils. Des prières, des hôpitaux. Bon, ça n'est pas encore donné. Chacun qui donne son conseil, on essaie de mettre en pratique. On est là. Nous sommes en Afrique, chacun vient avec sa part de choses. C'est pas simple, ça ne peut pas être possible. Jeanne a quant à elle compris la situation lorsqu'elle est arrivée à Edea. Je suis avec eux comme ça. Beaucoup de gens me demandent pourquoi tes enfants sont soumis, ils étaient malades. Je dis non. Je les ai accouchés comme ça.
Mais avant, ça m'a beaucoup dérangé. Mais maintenant, là, parce que j'étais à Yaoundé. Quand je viens aider, on me dit, il y a l'école des soumis ici, il faut les mettre là-bas. Et le jour que je suis arrivée là-bas, ils étaient nombreux. Et je me dis, hey, je ne suis pas seule. Les gens viennent à l'église, on part à l'église. Il y a les églises, j'étais quelque part avec eux, les marabouts. Je dis non, on ne peut pas faire ça, c'est Dieu qui m'a donné les enfants. Aujourd'hui, les deux parents acceptent le handicap des enfants et apprécient leur intelligence. Je suis d'abord très fier d'eux parce qu'ils sont intelligents. Surtout ma fillette là. Elle est très brave. Quand je viens, peut-être comme je suis avec mes bottes là, elle va venir me tirer mes bottes, enlever mes chaussettes. Déjà, ça me fait du bien. C'est parce qu'elle ne parle pas qu'elles ne sont pas importantes. Je suis avec eux là, je suis à l'aise. Oui. Au matin, ils partent à l'école. Dès qu'ils rentrent, mais chacun vient avec son cahier. Je regarde, je dis non, c'est bien. La seule difficulté en famille est la communication avec Moïse et Françoise. Il est pourtant recommandé aux parents d'apprendre à signer. Souvent, eux, ils élèvent le niveau. Plus ils sont en train d'aller dans les classes supérieures, plus ils changent aussi de signes. Donc il y a des moments où ils demandent quelque chose à sa mère. Quand il rentre, il me dit, ta fille là va faire ainsi, je ne comprends pas ça. Donc quand l'autre jour elle apprenait là, elle faisait l'alphabet, elle me montre. Donc elle me montre la lettre, elle me montre le signe. Elle fait ceci, elle fait cela, elle dit que c'est bon. Hormis le langage des signes, les sourds et muets sont victimes de la sous-scolarisation. Félix affirme qu'après le cours moyen 2, sa fille pourrait commencer une formation en couture et son garçon un apprentissage manuel. Mais tous les parents n'encadrent pas aussi bien leurs enfants. Maman Julienne Kellman fait du porte-à-porte pour la sensibilisation. Ils disent que non. Il y a peut-être le beau-frère qui est à côté, qui n'aime pas les voir. Et puis, toujours peut faire la sorcellerie pour sur l'enfant. Moi, je leur explique que non, il n'y a pas de sorcellerie là. Il n'y a pas de sorcellerie. Amenez l'enfant à l'hôpital, vous verrez ce que ça va donner. D'autres parents abandonnent totalement leurs enfants. Paulin a créé un internat de fortune. Dans ce 2 pièces vivent ses enfants ainsi que 3 autres abandonnés. En tout, une dizaine de personnes. L'enfant est né à Makam. D'une fille d'âge 14 ans. Donc la fille avait les problèmes avec sa mère. Sa mère l'a chassée à la maison. Elle est partie rester à Douala chez une tante. Là-bas même, elle a eu des problèmes avec sa tante. Au moment d'accoucher, elle a raté sa mère notamment pour aller accoucher un enfant, il l'a laissé dehors. Donc l'enfant a fait 3 jours dans les intempéries. C'est la gendarmerie, sa mère a fui. Et c'est la gendarmerie qui a forcé sa grand-mère de prendre l'enfant là. Et l'enfant a sa grand-mère qui n'a même pas de moyens. À la longue, la grand-mère est partie donner l'enfant chez une religieuse qui avait un orphelinat. La religieuse va finir par fermer l'orphelinat et l'enfant atterrira chez Paulin. Ernestine également a été confiée aux religieuses et la famille du dernier arrivé ne veut pas entendre parler de lui. Alors, merci pour vos contributions. Henri-Jacques Ndoumbe nous dit qu'il il suggère que le traducteur soit placé de façon permanente sur le coin de la télé. Et voilà, il pense que le réalisateur peut le faire. Et on a cette question, Dr Yuda de Edis Semassou, qui demande si l'alimentation peut avoir un impact sur l'enfant lors de la naissance. Oui, bon, nous savons que de toutes les façons, l'alimentation, les toxiques et même les autres maladies, par exemple les infections, peuvent avoir un impact, surtout quand cela se passe dans la période embryonnaire. Donc il peut avoir un impact global sur l'enfant et de surcroît, cela peut intervenir dans le système de l'audition. Donc
ce n'est pas précisé que tel aliment ou bien le déficit en tel aliment causera une surdité, mais il faut comprendre que sur le plan global, c'est possible. Voilà. Alors, Paulin, on a le regard de ces familles-là, un regard, je ne sais pas comment le qualifier, ces enfants qui sont abandonnés ou qui vous sont abandonnés. Comment vous faites pour vous en sortir dans ces 2 pièces? Pas compris. Pierre. Pièce. Oui, Okay. dans votre maison, en fait, dans votre petite maison, je veux dire. C'est une chance que nous a offert l'administration publique de la place à IDEA. Parce que quand nous sommes arrivés, la première chose qu'on avait demandé au préfet de l'époque, c'est que nous ouvrions un espace pour encadrer les enfants. Alors, non, on ne peut pas dire aux enfants qui venaient de loin, Macondo, Pouma, et ainsi de suite, de ne pas laisser à l'école. Nous avons pu aménager un espace pour les garçons et pour les filles. Mais ces espaces, nous avons d'abord trouvé la maison un peu dynamique, il n'y avait pas de tôle. Alors, avec le petit service que je faisais à l'UQAM, j'ai pu obtenir des tôles pour ouvrir ça. Alors, nous avons donc aménagé des petits espaces là pour les enfants, pour que les permettre aussi de participer à l'éducation, parce qu'ils habitent trop loin de nous. Alors, pour vivre avec eux, nous demandons une petite contribution des parents qui ne viennent même pas. Parfois, une personne de bonne volonté peut arriver là nous donner un grain de riz pour partager avec les enfants. Les parents promettent parfois d'aller à la maison et par semaine, apportent même si c'est un régime de banane. Parfois, certains promettent, mais quand ils laissent les enfants, ils s'en vont. Ce qui fait que parfois l'école rencontre beaucoup de difficultés, même pour payer les enseignants. Je peux même user dans l'école pour venir nourrir les enfants parce que je ne peux plus les laisser comme ça. Je ne peux pas laisser sans vivre, sans manger. Ce qui fait que vraiment, l'école est toujours en train de marcher. Donc là, il faut vraiment des soutiens pour les enfants. Là. Voilà. Et il y a également, Paulin, ce souci d'infrastructures criards, parce qu'on dirait qu'il y a un manque criard d'infrastructures, alors que c'est des enfants, on va dire comme ça, spéciaux, qui ont besoin d'un encadrement spécial. Alors, comment vous faites pour vous en sortir dans un tel environnement? Système D. Franchement, nous avons ce problème à l'école. Parce que l'éducation spécialisée, l'encadrement des enfants à l'internat nécessite beaucoup. Par exemple, à l'école, nous avons besoin d'Internet. Parce que l'enseignement des enfants sous ces visuels, et il faut toujours avoir des images qui expriment ce que l'action veut être. Sans ça, c'est parfois là. Alors, les livres aussi, parce que nous, on utilise l'adaptation de l'enseignement primaire normal qu'on adapte aux enfants. Et c'est un travail très long et coûteux. Au niveau où on dort, jusqu'à présent, on a un seul lit que la dame, Madame Abate de l'époque, préfère de l'époque à IDEA qui nous avait offert pour que les enfants dorment. Donc, au fur et à mesure que les enfants sont comme ça, il faut qu'il y ait au moins un lit pour dormir. Donc, c'est un problème à IDEA aussi. On continue à se chercher, on n'a pas encore de solution. Oui, c'est très important. Et donc, on a ces cas d'abandon d'enfants. Là, on en a 3. Un qui a été abandonné sous la pluie par une mère inconsciente de 15 ans, une adolescente de 15 ans, une enfant qui a abandonné son enfant. Et on a cet autre cas de la petite fille également qui était prise en charge par ses grands-parents, mais très très loin au fond de la brousse. Et ce dernier enfant qui, selon la tante, est très difficile et ne peut pas vivre en famille. Comment on comprend ça? C'est pas compréhensible, mais le fait est là. Donc, il faut simplement qu'on arrive à gérer. C'est la raison pour laquelle notre association s'engage, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Quand on regarde le courage et l'abnégation dont fait preuve Paulin et son épouse, on se dit on ne peut pas rester les bras croisés à juste venir leur dire bonjour. Non, il faut que nous nous engagions. Et nous lançons un appel, c'est notre travail. En tant qu'association, nous sommes une association membre d'un réseau du Commonwealth. Donc on se dit, dans un réseau semblable,
on peut faire appel à tous ceux qui peuvent aider parce que le besoin est réel. Et je suis ravie que vous ayez fait cette descente à EDEA pour montrer que le besoin est réel. Ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin d'avoir des salles de bain, ils ont besoin d'avoir des lits, ils ont besoin de tout, ils ont besoin de tout. Les enseignants ne sont pas payés, ce sont des bénévoles qui viennent donner de leur temps pour essayer de soutenir ces enfants. Toutes les personnes qui interviennent là interviennent vraiment légèrement. Et nous appelons à un véritable engagement. Il faut vraiment que des gens réalisent qu'il y a des gens qui souffrent et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, notre appel à nous, c'est regardez cette émission, regardez ces reportages-là, regardez les besoins qui sont les leurs et faites ce que vous pouvez faire. Mais ils ont besoin de tout. Ils ont vraiment besoin de tout, c'est important. Oui, ma chère. Oui, pensez à lancer le troisième reportage. Oui, juste une question au docteur Yuda. 3 jours, cet enfant qui a passé 3 jours sous la pluie, c'était un nouveau-né, hein, docteur Yuda, et qui aujourd'hui est sourd, ça se comprend? Non. Ça ne s'explique pas par les intempéries? Sauf si, au décours des 3 jours passés, il y a eu, comme c'était un nouveau-né, une infection, c'est-à-dire une infection néonatale qui peut avoir amené à la mère, ça ne s'explique pas forcément. Si après ça, tout s'est passé sans problème, et peut-être que la surdité existait avant, ou peut-être y avait-il autre chose. Alors, est-ce que les enfants sourds peuvent être considérés comme des enfants difficiles? On a là, dans le reportage, une tante qui ne veut pas de son neveu parce que, dit-elle, c'est un cas social, c'est un enfant difficile. Mais qu'est-ce qu'on appelle enfant difficile là? Récalcitrant. Voilà, récalcitrant. Ah, récalcitrant. C'est à tort. C'est à tort. On a souvent tendance à croire que les enfants sont têtus, qu'ils sont récalcitrants parce qu'ils n'entendent pas. Vous voyez? C'est que socialement, parfois, leur gros problème, c'est que chaque fois ils se font répéter, il faut lui dire une chose 2, 3 fois pour qu'il puisse réagir. Comprennent un peu. Oui, on croit qu'il est têtu, alors qu'il n'a pas compris, il n'a pas entendu. Voilà. C'est juste qu'il ne sait pas, il n'a pas entendu ce que vous dites. Et moi, j'ai envie de demander comment les aider dans ce cas, docteur. Comment vivre normalement avec un enfant sourd? Ah ben, l'enfant, il y a les possibilités de réhabilitation, c'est ça? Comment, justement? Je veux dire, vous êtes médecin pour ces parents-là qui nous écoutent aujourd'hui et qui n'ont pas d'elle-même peut-être la possibilité d'habiter dans un centre. Je parle des possibilités de réhabilitation sur le plan global. C'est-à-dire, le plus simple déjà, c'est de pouvoir appareiller les enfants, ceux qui peuvent être appareillés. Donc, de leur fournir un appareil qui permette d'amener l'audition à un niveau qui soit acceptable. OK? Et pour ceux qui le sont encore plus difficilement, il y a d'autres moyens, ça se fait en palier. Et on ne peut pas toujours tous les avoir ici chez nous. Déjà que même la simple prothèse amplificatrice, c'est-à-dire celle qui va seulement augmenter l'intensité du son, n'est pas toujours disponible. Alors, s'il faut aller à des niveaux qui sont beaucoup plus élaborés, ça pose davantage de problèmes. Alors, l'éducation va nous dire qu'il faut beaucoup d'amour. Oui, il faut de l'amour, mais en même temps, il ne faut pas se dire qu'il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Je pense que le problème d'appareillage dont vous parlez là, il peut y avoir des solutions pour des personnes qui peuvent. Il y a des campagnes qu'on fait pour les yeux, les ophtalmos lancent des campagnes. Ils viennent, ils donnent des lunettes, ils viennent faire de la... Comment on appelle ça? Du dépistage et du suivi, ils opèrent, etc., etc. La même chose peut être organisée sur le plan de la surdité. On peut organiser des campagnes régulières comme ça tous les ans. On peut, ne serait-ce même que leur ouvrir la possibilité de regarder même simplement la télé, de pouvoir entendre. Si on faisait recours au sous-titrage simplement de toutes les émissions qui se passent, des débats, si on faisait simplement l'effort d'avoir des interprètes et qui est toujours un petit encadré sur l'écran pour traduire tout ce qui se passe, ces enfants,
s'intégrerait. Mais on est en train de parler depuis tout à l'heure d'enfants, mais au bout d'un moment, l'enfant devient adulte. Oui. Et que devient l'adulte? L'adulte peut travailler. L'adulte ayant reçu une formation comme ce que Paulin est en train de s'évertuer à faire à EDEA, il peut travailler ensuite. Même s'il n'est pas un ingénieur, mais il peut quand même avoir un niveau honorable qui lui permette de faire... On a cette problématique justement de sous-scolarisation. On a le papa de ces deux enfants qui dit, lorsqu'ils vont arriver au cours moyen 2, le garçon va aller faire une formation, la fille, pareil pour la fille. La fille va faire un apprentissage en couture. C'est une question de sensibilisation des parents, de leur expliquer que l'enfant n'est pas obligé d'être mécanicien et la fille couturière. Il y a d'autres possibilités. Il y a Internet aujourd'hui, ils peuvent très bien être informaticiens, ils peuvent très bien travailler dans des services administratifs. On leur donne une feuille de route avec des tâches qui sont bien précises. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils vont le faire. Ils ne sont pas, comment je veux dire, handicapés mentaux. Ce sont des gens qui n'entendent simplement pas. Donc, vraiment, moi, j'aimerais bien qu'on arrive à considérer les sourds et les muets de cette manière-là et qu'on mette en place des dispositions adéquates qui leur permettent de... Je prends un exemple, et ça, c'est lui qui m'avait arraché le cœur quand il m'en parlait. Il y a 2 ans, le chef de l'État avait annoncé le recrutement de 25 000 jeunes dans la fonction publique. Ils en ont été informés il n'y a même pas 2 mois. Bon, parce que l'information ne leur est pas parvenue, parce que personne n'a pris le soin de faire quelque chose au niveau des médias pour que ce soit écrit, qu'ils puissent lire, qu'ils puissent être informés et tout. Et je dis, c'est à nous, les entendants, de faire un effort vers les malentendants et pas l'inverse. Donc, la campagne que nous menons, et nous voulons vraiment sensibiliser un maximum de personnes, c'est de comprendre que nous avons une responsabilité sociale. Nous avons une responsabilité de regarder, de changer notre regard sur le handicap et de pouvoir apporter ce que nous sommes en mesure d'apporter. Nous pouvons apporter beaucoup de choses. Faisons-le. Alors, nous pouvons apporter beaucoup de choses. Juste le temps de prendre cette transition, nous allons revenir et nous aurons peut-être notre 3e reportage pour sortir de cette émission. On a encore 1 ou 2 contributions. Il y a quelqu'un qui demande comment participer ou contribuer. Bref, je pense qu'on va revenir sur ce message-là. Docteur Yuda, il y a d'autres questions également qui se posent. La scolarisation. Certains spécialistes estiment que les parents n'évaluent pas le degré de surdité de l'enfant avant de le scolariser. Ou alors, je ne sais pas quel est le process normal. On en parle dès qu'on revient. Alors, donc, c'est le message de Kera Anna qui demande comment contribuer, Madame Doumbé, en faveur des sourds-muets. Y a-t-il un contact téléphonique? Oui, il y a le contact de l'association. Ou un site internet, je ne sais pas. Il y a le contact de l'association par lequel les gens qui ont envie de contribuer peuvent entrer en contact avec nous. On pourra vous donner l'adresse. C'est notre association, Cameroon Commonwealth Women's Association. Mais en même temps, on peut aussi directement rencontrer Paulin. Oui. Notre démarche à nous avons commencé par le centre d'EDEA. Il faut bien commencer quelque part. Tout à fait, oui. Mais ensuite, ce que nous faisons là, nous avons l'intention d'en faire profiter la totalité de ceux qui sont concernés par la question. Ça peut être, il y a des centres à l'ouest, hein, il y a des centres au nord Cameroun, il y a des centres un peu partout. Nous voulons sensibiliser. Si déjà, ce qui me tient à cœur, qu'il y ait cet encadré sur tous les écrans de toutes les chaînes de télévision. S'il y a cet encadré qui traduit déjà tout ce qui se dit, c'est la totalité de la population sourde et muette camerounaise
qui aura l'information. Et il y a Paulin qui acquiesce, hein. Donc, Paulin, vous militez pour qu'il y ait cet encadré, qu'il y ait un traducteur, un interprète. Qu'il y ait un interprète systématique. Systématique. Pour toutes les émissions. Ah oui, c'est un service très important, comme disons là. Le problème des sourds, c'est la communication. Et sans communication, vraiment, il n'y a pas de source d'information. Alors le sourd a besoin d'être au même niveau comme les entendants. Les sourds, c'est juste une minorité culturelle qui ont un langage, une famille. Moi, j'aime l'expression minorité culturelle. En contact avec sa langue ici. Donc, il faut absolument un interprète. Comme maman disait là tout à l'heure, l'information sur le recrutement des 25 000, c'est pas passé auprès des sourds. Combien de sourds sont aussi recrutés? Donc, la majorité sont capables de travailler. Alors, il faut absolument qu'il y ait un interprète au bout là. Alors, docteur Yuda, on parlait donc de cette scolarisation. Le process normal, c'est lequel? C'est d'aller chez un médecin, qu'il vous dise quel est le degré de surdité de l'enfant, afin que vous sachiez exactement quoi faire. Comment ça doit se passer? Oui, le process, effectivement, c'est toujours d'avoir la certitude de ce qu'on est en train de faire, d'être sûr que nous avons en face de nous un enfant qui est malentendant. Quelqu'un de malentendant avant de l'envoyer dans une école de malentendants. Et bien entendu, chaque fois qu'on va faire le diagnostic de surdité ou qu'il est malentendant, en même temps, on définit aussi le degré. Voilà. Donc, le process, d'abord le diagnostic, et puis la prise en charge suit. La prise en charge va suivre. Et donc, on a la problématique du langage des signes. Paulin, vous demandez à tous les parents qui ont des enfants sourds d'apprendre le langage des signes. Pourquoi? Normalement, la langue des signes, c'est la langue première de l'enfant sourd, quel que soit le degré de la sourdité. Moi, par exemple, j'ai ce qu'on appelle une surdité post-lingale. C'est-à-dire acquis après le langage. Or, si vous parlez ensemble, moi je suis là. C'est difficile que je jette tout le monde. Or, mon interprète est là, il m'aide à comprendre ce que vous êtes à dire. Et je suis en phase avec vous. Sans la langue des signes, un sourd, imaginons alors un sourd mieux. Comment il peut s'adapter devant les gens qui parlent? Donc c'est difficile. Il faut, comme dit, traduire. Donc la langue des signes est d'abord une langue mère de l'enfant sourd, par lequel on peut lui transmettre tout, avec lequel il peut tout faire, chanter, lire, écrire, danser, même avec la langue des signes. Est-ce que la langue des signes est universelle? Est-ce que c'est la même partout? Normalement, comme on dit, la langue des signes, ça dépend de chaque pays. Par exemple, il y a la langue des signes français. C'est pour les cultures françaises. Et alors, la langue américaine, c'est pour les cultures américaines. Nous, ici, nous avons un mélange de langage. Bon, mais les sagesse pour nous, c'est qu'on arrive à un sens. Un peu, et ça permet aux enfants de comprendre ce qu'on veut leur dire. Bon, la langue des signes est unique et universelle. Voilà. Ma très chère, le troisième reportage. Bien sûr, parce que lorsqu'on parle des enfants sourds, ça veut dire qu'ils grandissent, ils ont des problèmes étant déjà jeunes et ensuite ils doivent grandir et étant grands. Ils ont d'autres problèmes et on parle des femmes précisément. Quels sont les problèmes des dames, des femmes face à la surdité? On en parle dans ce reportage. Pour communiquer avec ses enfants, Agnès est tombée fortuitement dans l'éducation des sourds. Il fallait que je parle avec les enfants. Bon, j'étais choquée, vraiment frustrée quand je ne parvenais pas à suivre ce que l'enfant me disait. Au départ, ils ont commencé à apprendre la langue des signes. Mais à la maison, je ne pouvais pas converser avec eux. Je faisais des signes différents parce qu'à l'école, c'était normalisé. Mais moi, je ne parvenais pas. Comme Agnès, l'enseignement a été un passage obligé pour Anne-Marie Corotte, fondatrice du Centre de rééducation des enfants sourds et muets de Nouvelle-Douala, le CRES. Mon mari et moi, notre deuxième fille,
frappée de la méningite, elle reste dans sourd-muette. Avec toutes les démarches pour son insertion, ce n'était pas facile. À Yaoundé, pas d'internat. Nous avons des familles, tant de mon côté que de son côté, personne n'a accepté notre enfant handicapé. Alors, on a fait des pieds et des mains. Alors, on demandait même aux enseignants de laisser s'ils pouvaient garder l'enfant comme un internat. Il n'y a personne qui a donné son avis favorable. Le CRES organise des descentes dans les quartiers en vue de la sensibilisation. Habituellement, les parents ne savent pas qu'il est possible de scolariser les enfants sourds ou muets. Nous nous intéressons aux amis, les enfants qui connaissent tout du quartier. Les enfants qui jouent au ballon, les amis, est-ce qu'il y a les sourds ici? Ah oui, là-bas, la maison en jaune, il y a un sourd. Il a quel âge? C'est ce monde-là. Il a quel âge? Il peut avoir 8 ans. Il peut avoir 8 ans. On va vers les parents. S'il vous plaît, nous sommes à la recherche des enfants sourds. Le parent dit qu'il ne connaît pas s'il y a les enfants sourds au quartier. Le parent même nous dit qu'il ne connaît pas qu'il y a les enfants sourds au quartier. Des parents qui n'assument pas le handicap de leur enfant, l'histoire est courante. Nous avons découvert aussi que ces familles sont séparées. Parce que la femme accuse l'homme, l'homme accuse aussi la famille maternelle. Donc, il y a des discordes. Les enfants, beaucoup sont beaucoup plus avec les grands-parents, pas avec les parents. Pour lutter contre la stigmatisation, un brassage entre entendants et sourds est conseillé. Chez Paulin, les enfants entendants utilisent le langage des signes. Au CRES, entendants et malentendants cohabitent. Nous avons les enfants sourds et les enfants entendants, qui n'ont pas les mêmes enseignants, mais pendant la récréation, ils sont ensemble. Si vous les voyez jouer, vous ne pouvez pas vite découvrir qui est sourd. Moi-même, je connais signer bien, je connais parler avec les signes, je traduis bien. Ma mère nous a appris comment on signe avec les sourds. Et nous, on a commencé à signer avec eux. Ils attendent et nous aussi, on attend. Ce brassage pourra peut-être briser les barrières des clichés dont sont victimes les femmes sourdes. Quand un garçon me voit, il peut crier « Madame, mademoiselle », mais je n'entends pas. Parfois, je me dis qu'il est en train de se moquer de moi. Il y a des problèmes de mariage pour les filles sourdes. Il est difficile pour elles de trouver un mari qui est entendant. Un autre problème, c'est au sein des entreprises. Par rapport au travail, quand une fille sourde dépose son dossier, son recrutement n'est pas facile. Au niveau de la famille aussi, il y a cette mise à l'écart. On les cache dans les domiciles. Ces stéréotypes s'accompagnent de la difficile intégration dans le monde de l'emploi, d'où les formations, la série C. Ici, par exemple, un apprentissage à la fabrication de chapeaux et accessoires par le Cameroun Commonwealth Women Association. Voilà, ce sont des éléments pour terminer cette émission. On a, docteur Yuda, les cas de méningite qui reviennent et qui sont à l'origine de la surdité. Comment ça s'explique? La méningite, la méningite c'est défini comme une infection qui atteint le système nerveux central. Donc, et qui parle du système nerveux central parle des airs. Donc, dans la méningite, on peut avoir une atteinte de l'air auditif ou bien des voies de conduction vers l'air auditif qui, dans ce cas-là, est responsable des surdités. Voilà. Donc, oui. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. moi j'ai une question décalée pour Paulin. Tout à l'heure encore, il y a la dame dans le reportage qui se plaignait des abus, si je peux me permettre, dont sont victimes les femmes sourdes. Et maintenant, les hommes, je suppose que ça s'applique également aux hommes. Paulin, aujourd'hui, il est marié, certainement avec une femme malentendante. Est-ce qu'il a essayé avec une femme normale et ça n'a pas marché?
Ou alors c'était un choix de choisir une femme malentendante comme lui? Oui. Je ne peux pas dire non. Normalement, ma vie a été chamboulée à gauche et à droite, à gauche et à droite. Donc, avant, c'est celle avec qui j'étais entendant. Ah, d'accord. Celle-là, elle est aujourd'hui infirmière diplômée d'État. Ça veut dire Ça que c'est au niveau de l'entente, peut-être. Ah, rien à voir avec l'handicap. Sans la parole, ok. Donc, si je l'ai rencontré dans le cadre de manifestations avec les jeunes sourds. C'est parti très vite. Après, bon, je me dis que comme, avec les enfants qui sont arrivés, elle a fait premier accouchement de jumeaux. D'accord. Donc, ça veut dire que j'ai compris moi-même que là, c'était le jeu. Alors, il fallait que j'assume. Ok, nous sommes restés ensemble et au fur et à mesure, on travaille ensemble, on peut aider les enfants. On a aussi constaté qu'on avait les mêmes objectifs. Parce qu'elle voulait aider les enfants, comme moi je voulais aider les enfants. Il fallait qu'on se mette ensemble, faire. Voilà la solution. Et quels sont les problèmes des autres, de tous les autres, je veux dire, tous les autres sourds ou sourdes? Quels sont leurs problèmes au quotidien? Comment font-ils? Est-ce qu'ils ont... Ceux qui n'ont pas eu la même chance, par exemple, que Paulin, que vous, comment eux, ils s'en sortent? En fait, elle et moi, au niveau de la communication, on n'a pas de gap. Elle aussi, elle a fait l'école spécialisée. Moi, j'ai appris à accompagner les enfants. Alors, le problème, comme tous les couples, il y a tous les problèmes à l'équilibre. Bon, mais on essaie de les résoudre à notre niveau. Par l'application du dialogue. Et je pense que c'est le niveau de trouver une solution au niveau de la société qui fait problème. Parce que même dans nos propres familles, on voit mal l'idée par laquelle deux sous se manquent. D'accord. Ah bon? Voilà. Plusieurs familles aimeraient que je prenne une femme qui entend bien. Elle peut m'aider à communiquer. Donc, ils voient mal l'idée que je reste aussi avec une fille qui n'entend pas. On est dans la même maison. Si ça brûle, on ne saura même pas. Bon, maintenant, on a fini par leur faire comprendre que voilà les enfants qui sont venus. Tous les enfants signent. Et les filles signent à l'église. À l'église, c'est eux qui nous expliquent tout ce qui se passe. À l'époque, chanter à l'église, je me lève. Je m'assois sans rien comprendre. Aujourd'hui, moi, avec les enfants, je peux comprendre, c'était beau. Parfois, je prends même mon interprète quand le temps il vient nous aider. Donc, ça veut dire que c'est déjà quelque chose. Il faut que les parents comprennent que quand les deux sous acceptent de se il faut les encourager. Il faut de laisser comme ça, faire des imaginations. Dans les pays européens, par exemple aux États-Unis, les enfants sont beaucoup plus avancés que chez nous. Donc, voilà le problème qu'on rencontre. Merci pour la... juste pour terminer, le Cameroun... Cameroun Commonwealth Women's Association continue ses actions à EDEA. Tout à fait. Et voilà, nous aurons du plaisir à accompagner ces différentes actions-là. Maintenant, pour tous ceux qui ont besoin de contacter l'école des sourds d'EDEA, je vais vous donner les contacts. Si vous nous avez écrit par exemple Kera Anna sur notre page Facebook, je vous donnerai le contact de Paulin et également le contact de l'association. Comme ça, vous pourrez discuter avec eux. Docteur Yuda, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Vraiment, merci encore. Je pense que vous avez éclairé suffisamment notre lanterne ce soir. Hein. Ma très chère, merci. Merci, ma très chère. Merci à vous également, docteur. Lady Grace, moi j'ai adoré. Beaucoup de courage à Paulin. On dit merci. Merci, Paulin. Merci, Paulin. Merci, Paulin. Merci, Paulin. Et merci à Simon. Simon, venez. Venez. Simon, en fait, je vous le présente. Simon est également enseignant à l'école des sourds, des DA. Et comme on parlait tout à l'heure des bénévoles, Simon est venu à Douala pour nous servir d'interprète dans le cadre de cette émission. Merci encore, Simon. Il enseigne, vous enseignez le CM1, CM1, CM2. CM1, CM2. Merci encore. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés ce soir. On se retrouve la semaine prochaine.
monde et il y a des forces obscures. Aujourd'hui, les inémicités des Gabonais, parce que justement, ils ne veulent pas migrer. De ceux du système, dit-on. Merci à vous, monsieur, madame et messieurs. Merci d'être venus. C'est donc la fin de
Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes encore avec vous ce dimanche pour analyser et commenter l'actualité de la semaine. Et justement, voici les thèmes en débat ce dimanche présentés par Ghislain Pierre-Essonneau. Ali Bongo, président réélu, cette fois avec 50,6% des suffrages valablement exprimés. Ainsi en est-il du verdict sans appel rendu par la Cour constitutionnelle dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Déjà, le président a dit instaurer un dialogue dans un contexte où l'opposant Léon-Paul Ngoulakia a été arrêté. Dans ce sillage, il n'y aura pas de place pour le moindre pépin. Autrement dit, tolérance zéro des manifestations, notamment pour Jean Ping, qui avait fait recours au regard du taux de participation de 99,93% dans la province du Haut-Ogooué en faveur